Je m'appelle Marguerite, j'ai 60 ans et je vis dans un village de Haute-Savoie où l'hiver s'installe comme une vieille habitude. Ici, les maisons ont des toits lourds, les volets se ferment tôt et les gens parlent bas, comme si la montagne écoutait. Notre maison est au bout d'un chemin étroit, bordé de murets de pierre et de sapins. Quand la neige tombe, elle gomme les angles, adoucit les formes et tout paraît propre, trop propre. On dirait que le monde a été lavé, qu'il ne reste plus rien à reprocher à personne. J'ai longtemps aimé cette illusion. Bernard et moi, on disait de nous que nous étions un couple solide. 35 ans de mariage, une vie rangée, des repas réguliers, les mêmes gestes, la même nappe. Bernard avait été architecte. Il avait gardé cette manière de regarder les choses comme s'il en voyait le squelette. Dans les villages, les gens le respectaient comme on respecte ceux qui savent mesurer le temps, la pente d'un toit, le poids d'une poutre. Moi, j'étais la femme de Bernard, ce qui, dans ce genre de pays, n'est ni un compliment ni une insulte. C'est une place, une ligne sur un plan. Je l'avais accepté. J'avais même fini par m'y tenir droite. Notre fils, Julien, n'était plus qu'une absence organisée, une chaise vide qu'on ne sortait plus. Depuis 5 ans, son nom ne passait dans la maison qu'à travers de petites phrases qu'on disait vite, comme on essuie une goutte sur un verre. Il était doué, il s'est perdu, il reviendra quand il sera prêt. Nous n'allions pas plus loin. Je ne supportais pas qu'on transforme les erreurs en légendes. Bernard, lui, mettait du silence sur tout, comme on met un drap sur un meuble pour le protéger de la poussière. Je croyais que c'était de la sagesse. J'appelais cela « tenir ». Cet hiver-là, quelque chose s'est mis à bouger sous la surface. Au début, ce furent des détails, des choses si petites qu'on s'en voudrait d'y croire. Bernard avait toujours eu le sommeil léger, mais désormais il se levait à des heures qui n'appartiennent à personne. 2 heures, 3 heures. Je sentais le matelas se libérer d'un côté, puis le froid s'insinuer lentement, comme un animal prudent. Il passait sa robe de chambre, ses pantoufles, sans bruit. Il ne toussait pas, il ne faisait pas craquer le parquet, comme s'il avait répété. Et dans le noir, j'entendais la porte du séjour, puis celle du couloir, et enfin, cela me pinçait le cœur à chaque fois, le cliquetis très doux de la serrure de l'entrée. Parfois, je le suivais à l'oreille jusqu'au porche. Une bouffée d'air glacé entrait, et aussitôt l'odeur de neige, de bois humide. Après, plus rien, une absence, un vide si net qu'il faisait presque du bruit. Le lendemain, il redevenait Bernard. Il beurrait sa tartine, il parlait des travaux de la mairie, de la route qui verglas, du voisin qui n'avait toujours pas rentré son bois. Il me souriait avec cette douceur calme qui autrefois me rassurait. Je me surprenais à chercher sur son visage un défaut, une fissure. Je n'en trouvais pas. Alors je me disais que j'avais rêvé, que l'âge rend méfiante, que la solitude invente des histoires. Mais la nuit suivante, le téléphone a sonné. Pas la sonnerie franche du jour, non, un petit vibrement étouffé, comme un insecte pris dans un tissu. Bernard l'avait mis en silencieux. Bernard qui posait toujours son téléphone sur la commode, sans aucune peur, comme un homme qui n'a rien à cacher. Cette nuit-là, le bruit venait du bas, du séjour. Il s'est levé d'un coup, trop vite, comme si quelqu'un l'attendait. J'ai vu sa silhouette passer devant la fenêtre, plus noire que le noir, et j'ai entendu un murmure, presque une colère retenue. Je n'ai pas compris les mots, j'ai seulement compris l'intention. Ce n'était pas une conversation tendre, ce n'était pas un ami, c'était une urgence qu'on essayait de maîtriser. Quand il est remonté, il a glissé dans le lit avec une prudence excessive. Je ne bougeais pas, je retenais mon souffle comme une enfant. Sa main a cherché mon épaule, très légèrement, pour vérifier si je dormais. J'ai senti la chaleur de sa paume, et dans cette chaleur, il y avait quelque chose qui n'était pas de l'amour. Il y avait une demande, un ordre silencieux, comme si mon sommeil à ce moment-là devenait un service à lui rendre. Le lendemain, j'ai fait le café. J'ai regardé Bernard s'asseoir à sa place. Il a attrapé la tasse comme d'habitude, mais ses doigts tremblaient un peu. Il parlait de la météo. Il dit que la neige serait épaisse cette semaine, que la lune sera claire, qu'il faudrait penser au sel pour le perron.
Il prononçait ces phrases comme on construit un mur, brique après brique, pour empêcher une autre chose d'entrer. Je me suis surprise à le détester très brièvement. Pas lui exactement, ce qu'il fabriquait dans la maison avec son secret. Ce jour-là, il a proposé d'aller au marché de Noël du village voisin. « Ça te ferait du bien », dit-il, comme si j'étais malade, comme si j'avais besoin d'air. J'ai hoché la tête. Les femmes de mon âge savent dire oui sans donner l'impression de céder. Nous avons pris la voiture, traversé les routes bordées de sapins, les virages où la montagne s'ouvre sur des vallées blanches. Tout était beau, cruel de beauté. Au marché, il y avait des lumières, des odeurs de vin chaud, de cannelle, de fromage fondu. Des chorales chantaient trop fort. La joie ressemblait à un décor soigneusement cloué sur le froid. Bernard marchait à côté de moi, attentif, presque tendre. Mais son regard s'échappait par moments comme s'il cherchait quelqu'un, comme s'il craignait de le voir. Je l'ai observé avec une précision que je ne me connaissais pas. C'était étrange, cette manière de surveiller l'homme avec qui j'avais partagé une vie. Je voyais ses épaules, son cou, sa nuque, et je me demandais où commençait la trahison, à quel moment un mari devient un étranger sans changer de visage. Près d'un stand de marron chaud, je l'ai vue. Elle était assise contre une barrière, à l'écart des guirlandes, pas vraiment dans le marché, pas vraiment dehors. Une femme sans âge, ou plutôt une femme que l'âge avait mal rangée. Un manteau trop fin, des cheveux emmêlés, le visage marqué par le froid et des nuits mal dormies. Elle tenait un gobelet vide, mais elle ne mendiait pas comme on mendie d'habitude. Elle regardait les gens avec une sorte de calme insolent, un calme qui disait « Je sais ce que vous êtes ». Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée, peut-être parce que j'ai reconnu dans ce coin d'ombre quelque chose qui me ressemblait. Pas la misère, non, la solitude, cette sensation de rester debout pendant que le monde passe à côté sans vous voir. J'avais autour du cou une écharpe en laine que j'avais tricotée moi-même, une laine épaisse, couleur crème, avec de petites irrégularités que je connaissais par cœur. Sans réfléchir, je l'ai retirée et je l'ai posée sur ses épaules. Elle a sursauté, comme si on venait de lui rappeler qu'elle avait un corps. Ses doigts ont attrapé l'écharpe avec une rapidité étonnante, presque fébrile. Puis elle a relevé la tête vers moi. Ses yeux étaient clairs, pas guentilles, clairs comme de la glace au soleil. Elle a pris ma main, sa peau était sèche, rugueuse, et pourtant sa prise était ferme. Elle m'a regardé longtemps, comme s'il lisait quelque chose dans mes rides. Je n'ai pas retiré ma main, je ne sais pas ce qui m'a retenue. Une honte peut-être, ou un besoin de vérité. Elle a dit d'une voix basse, sans trembler, « Ne laisse pas ton balai effacer la vérité, et demain matin, laisse la neige te parler des hommes de ta vie. » Ces mots n'avaient rien de magique, rien de mystérieux. Ils étaient juste précis, trop précis. Je me suis sentie piquée au vif, comme si elle venait de toucher quelque chose de fragile en moi. Derrière moi, Bernard s'est raidi. J'ai entendu ce petit bruit, celui de l'air qui se retire d'un loupon quand on a peur. Il n'a pas parlé, il a serré mes gants comme pour me tirer plus loin. J'ai tourné la tête vers lui, il souriait, mais son sourire était peint, un sourire pour les gens, pas pour moi. Je suis repartie avec l'écharpe absente et une phrase plantée dans la poitrine. Sur le chemin de retour, Bernard a parlé plus que d'habitude. Il a commenté les décorations, la foule, les prix des saucisses, comme un homme qui cherche à couvrir le son d'autre chose. Moi, je regardais la route, la neige sur les bas-côtés, les traces de pneus, et je pensais au balai, à ce geste simple qui efface, à toutes les choses que j'avais balayées dans ma vie pour que la maison reste propre. Le soir, j'ai rangé la cuisine avec une lenteur volontaire. J'ai essuyé chaque étraque comme si elle pouvait me répondre. Bernard était assis près du poêle, un livre ouvert sur ses genoux, mais il ne lisait pas. Je voyais ses yeux passer sur les lignes sans y accrocher. À plusieurs reprises, il a jeté un regard vers l'horloge, pas un regard de fatigue, un regard de rendez-vous. Je me suis couchée tôt, ou plutôt je me suis allongée tôt, parce que le sommeil, cette nuit-là, n'était pas une promesse. La maison s'est mise à craquer sous le gel, les murs semblaient respirer. Dehors, le vent s'est levé et la neige a commencé à tomber, d'abord fine, puis plus dense, comme un rideau. Je me suis rappelé la femme du marché, son regard, ses mots. « Laisse la neige te parler ». C'était une phrase étrange, mais elle avait le goût de phrase qu'on comprend trop tard.
Vers 2 heures, Bernard s'est levé. Cette fois, je n'ai pas fait semblant de dormir. J'ai gardé les yeux ouverts dans le noir, le cœur battant sans bruit. J'ai entendu ses pas glisser, sa main chercher la poignée, la porte s'ouvrir. L'air clair est entré comme une lame, et avant que la maison ne retrouve son silence, j'ai perçu très loin, dans la cour, un chuchotement bref, une voix qui n'était pas la sienne. Je suis resté immobile, pas par faiblesse, par calcul, par orgueil aussi, parce qu'il y a des moments où une femme comprend que le moindre geste peut effacer la seule preuve qui existe. Alors je laissai Bernard sortir et j'ai laissé la neige tomber. Le lendemain, j'ai ouvert les yeux avant l'aube, comme si mon corps avait compris avant moi qu'il fallait être là, entière, disponible pour voir. La maison était froide, mais pas seulement à cause du gel. Il y avait cette autre fraîcheur, celle qui s'installe quand quelqu'un a traversé votre nuit et que rien n'est revenu à sa place. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai écouté. Le poêle avait fini de rendre sa chaleur, la tuyauterie murmurait par à-coups, et dehors, le silence était si dense qu'on aurait pu le couper en tranches. Bernard n'était pas à côté de moi. L'empreinte de son corps sur le drap avait déjà perdu sa forme. Cela voulait dire qu'il était rentré depuis un moment ou qu'il n'était pas revenu du tout. Dans ce village, on croit encore que les hommes peuvent s'absenter sans explication parce qu'ils ont toujours eu l'air de savoir où ils vont. Je me suis levée sans allumer. Mes pieds ont cherché les dalles froides du couloir et j'ai senti dans mon ventre une tension sèche, un fil tendu entre la cuisine et la porte d'entrée. La pendule indiquait 5 heures passées, l'heure où la neige semble respirer. Dans la cuisine, la lumière des lampadaires filtrait par la fenêtre, bleutée. Je me suis approchée du carreau. Le jardin, la cour, le petit chemin, tout était blanc. Un blanc presque insolent, impeccable, comme si la nuit avait voulu me faire croire à un nouveau départ. Je me suis rappelé la femme du marché, son calme d'acier, et cette phrase « Laisse la neige te parler ». Je n'ai pas souri. Je n'avais pas l'âge des signes, ni le goût des fables, mais j'avais appris à reconnaître les avertissements quand ils se présentent sous une forme simple. J'ai enfilé mon cardigan, puis mon manteau, lentement. Pas par hésitation, par méthode. Et je n'ai pas pris le balai qui attendait derrière la porte. Il y a des gestes dans une maison qui sont presque des prières, balayées, effacées, rangées. Ce matin-là, je me suis forcée à laisser le désordre du monde intact. Quand j'ai tiré le verrou, le froid m'a mordu les joues. L'air sentait le bois et la neige fraîche avec cette pointe métallique qui annonce que la journée restera dure. J'ai fait 2 pas sur le perron et j'ai baissé les yeux. Les traces étaient là. Une première ligne, nette, profonde, sortant de la porte, traversant la cour, des empreintes d'hommes, régulières, un peu lourdes, comme celles de Bernard. Je les aurais reconnues entre 1000. Les mêmes chaussures depuis des années, le même appui, ce talon posé en premier, comme si chaque pas devait vérifier le sol. Mais à côté, parallèle, une autre série d'empreintes, plus étroite, plus nerveuse, et surtout irrégulière. Le pied droit semblait glisser légèrement vers l'extérieur, comme un corps qui compense une douleur ou un défaut ancien. Ça boitait. Pas un grand boitement spectaculaire, plutôt une faiblesse qu'on essaie de cacher, un décalage discret. Je me suis accroupie malgré mes genoux et j'ai regardé de plus près. La neige s'était tassée dans l'empreinte avec un petit bourrelet sur le bord. La trace avait du poids. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas une femme en bottines fines, c'était un homme. Mon premier réflexe a été idiot, chercher la route, comme si ses pas allaient naturellement vers le chemin, vers le monde. Mais non, il ne menait pas au portail, il contournait le tas de bûches, longeait le mur, puis s'enfonçait derrière la remise, là où le terrain descend vers le vieux hangar à bois, celui qu'on n'ouvre presque plus depuis que Bernard dit que ça ne sert à rien de garder du vieux. Je suis restée immobile, les mains dans les poches, et j'ai senti la colère monter sans bruit, comme un liquide chaud dans un verre froid. Ce n'était pas seulement l'idée d'une tromperie,
Ce n'était pas un film de jalousie, c'était pire, d'une façon plus sourde. L'idée qu'un homme, mon homme, celui qui me répétait depuis des décennies qu'il fallait être raisonnable, avait organisé un secret dans ma propre cour, dans notre neige, dans ce décor que je croyais à nous. La neige, ce matin-là, n'était pas romantique, elle était un registre. Je suis rentrée et j'ai refermé derrière moi avec précaution, comme si la porte pouvait trahir ma respiration. Dans la cuisine, j'ai allumé une petite lampe. La lumière a révélé les objets familiers, la nappe pliée, la boîte à thé, le bol ébréché que Bernard refuse de jeter. Je me suis approchée du buffet, celui où nous rangeons les papiers et les souvenirs. Mon geste était calme, mon cœur, lui, ne l'était pas. Dans le tiroir du bas, il y avait le classeur des comptes, la pochette du livret, des enveloppes avec des dates écrites de ma main. J'ai sorti le livret d'épargne commun. Je connaissais son poids, son odeur de papier épais, le petit bruit sec des pages. C'était notre promesse, notre plus tard. Un voyage autour du monde qu'on n'a jamais osé décrire trop précisément pour peur de le casser. Un tour du monde de retraités sages, l'Italie, le Canada et peut-être, si la santé suivait, le Japon pour voir la neige autrement. J'ai feuilleté, une fois, 2 fois. La ligne m'a sauté au visage. 50 000 € retirés. Pas une petite somme, pas une erreur, pas un oubli. Une disparition nette, complète, comme si quelqu'un avait tiré un drap sur notre avenir. J'ai relu la date, puis encore. Les chiffres étaient les mêmes, la somme aussi. Je me suis assise, la chaise a grincé et ce bruit-là m'a semblé indécent, comme si la maison protestait. J'ai posé mes 2 mains sur le livret, à plat, pour empêcher le papier de trembler. C'est là que j'ai compris ce que la vraie trahison fait au corps. Elle ne vous donne pas tout de suite des larmes, elle vous donne une lucidité glacée. Bernard ne m'avait pas trompée avec une femme peut-être, il m'avait trompée avec une décision. Il avait agi sans moi. Il avait choisi, dans mon dos, ce qui valait la peine d'être sauvé. Et dehors, dans la cour, il y avait ces 2 rangées de pas qui prenaient le chemin du hangar comme une phrase qu'on écrit exprès pour qu'elle soit lue. J'ai pensé à Julien, malgré moi, à son absence, à ce nom qu'on avait rangé avec les nappes de fête. J'ai chassé l'idée aussitôt. C'était trop facile, trop commode. La vie n'aime pas les explications élégantes. Et pourtant, ce boitement, cette trace de faiblesse. Je me suis levée en silence. J'ai cherché ma canne près de la porte, celle que je n'utilise qu'au mauvais jour quand le verglas me rappelle que je ne suis plus invincible. Je l'ai prise. Le bois était froid sous ma paume. Un objet simple, mais qui, à cet instant, ressemblait à un appui moral autant que physique. Je ne me suis pas regardée dans un miroir. Je n'avais pas besoin de voir mon visage pour savoir qu'il avait devenu dur. Je suis sortie à nouveau. Le ciel commençait à pâlir au-dessus des montagnes. Une lueur fragile, comme si la journée hésitait à se lever sur ce qu'elle allait révéler. J'ai posé la pointe de ma canne dans la neige, et j'ai suivi les traces. Pas vite, pas en courant, avec cette lenteur qui, chez les femmes de mon âge, n'est pas de faiblesse, c'est une façon de ne rien perdre. Chaque pas me rapprochait du hangar, et en moi, la colère se mélangeait à quelque chose d'autre, plus dangereux encore, la certitude que, quoi que je découvre, je ne pourrai plus revenir à l'ancienne version de ma vie. Le chemin derrière la remise descendait légèrement, et la neige y était plus vierge, plus épaisse, comme si personne n'avait eu le droit d'y laisser son empreinte avant aujourd'hui. Chaque pas de Bernard y avait creusé une certitude. Chaque pas de l'autre, ce pas imparfait, y ajoutait une question. Plus je m'approchais du hangar, plus l'air semblait changer. Il ne faisait pas seulement froid, il y avait une odeur, faible, presque invisible, celle d'un feu qu'on a essayé d'éteindre trop vite et celle plus acide d'un corps qui a passé des heures dehors. Le genre d'odeur qu'on ne trouve pas dans les maisons rangées. Le genre d'odeur qui appartient aux histoires qu'on ne raconte pas. Je me suis arrêtée un instant,
la pointe de ma canne plantée dans la neige, parce que mon cœur faisait trop de bruit en moi. Et c'est là que la nuit m'est revenue, entière, comme un retour de vague. Je revois Bernard se lever, sans lampe, sans hésitation. Je revois sa silhouette avalée par le couloir, puis la porte entrée. Je revois surtout ce geste qui m'a glacée, l'extrême précaution avec laquelle il avait tourné la clé, comme si le moindre clic pouvait réveiller le monde. Puis l'air froid, cette lame, et dehors, ce murmure. Une voix étrangère, oui, mais pas une voix de passage. Pas un voisin venu demander du sel. Une voix tenue, comprimée, comme on parle quand on n'a plus le droit d'être entendu. Je me suis reproché de ne pas être sortie à ce moment-là. Je m'étais dit « Tu as vieilli, Marguerite, tu deviens lâche ». Mais ce matin, devant cette trace, je comprenais autre chose. Je n'avais pas été lâche, j'avais été attentive. Une femme prudente n'est pas une femme faible. Une femme prudente garde des preuves. Le hangar était là, au pied du petit talus, moitié enterré, moitié appuyé contre la pente. Un vieux bâtiment de planches sombres, avec une porte qui gonfle l'hiver et qu'on doit toujours pousser plus fort qu'on ne le voudrait. Bernard disait qu'il faudrait la refaire, un jour. Dans notre vie, un jour avait été une manière élégante de ne jamais faire. Je suis restée à quelques mètres. J'ai regardé les traces disparaître sous le seuil. J'ai imaginé Bernard, ses mains sur le bois, sa respiration. Et cet autre homme, boitant, suivant le même chemin comme si la neige lui avait servi de guide. J'ai tendu l'oreille. Le village était loin, étouffé. Ici, il n'y avait que la montagne, la neige et cette sensation d'être au bord d'un secret. Un bruit a frôlé le silence. Pas un cri, pas même un choc. Quelque chose comme un frottement, une respiration trop proche, puis un son très bref, presque un gémissement retenu. Mon ventre s'est serré. Je n'ai pas avancé. Je ne voulais pas entrer comme on entre dans une scène de ménage, avec la colère en avant. Je voulais entrer comme on entre dans une vérité, lentement, sans donner la chance au mensonge de se travestir. J'ai posé la main sur la poignée. Le métal était glacé, collé à la peau. J'ai senti le tremblement dans mes doigts et ça m'a mise en rage. Pas contre Bernard, pas encore, mais contre cette part de moi qui avait toujours cru que la stabilité, c'était l'absence de surprise. La stabilité, je le voyais maintenant, peut être une couverture lourde posée sur une plaie. J'ai poussé très légèrement. La porte a résisté, puis elle a cédé d'1 millimètre, juste assez pour laisser passer un filet d'air plus chaud, chargé d'odeur, sueur, alcool bon marché et quelque chose de plus sombre encore, une trace de sang séqué, comme de la rouille. Je me suis figée, la main crispée. À l'intérieur, il y a eu un chuchotement plus net et un mot a flotté, coupé, avalé aussitôt. Mon propre prénom. Je l'ai entendu comme on reçoit une gifle. Pas crié, pas appelé, prononcé bas, comme on le prononce quand on redoute qu'il arrive un malheur. J'ai reculé d'un pas, la neige a crissé sous ma semelle et tout s'est arrêté derrière la porte. Ce silence-là, brutal, était pire que n'importe quelle confession. Il signifiait qu'on savait que j'étais là, qu'on m'avait attendu ou qu'on me craignait. Alors je suis restée immobile, la canne ancrée dans le sol, et j'ai compris que je n'étais plus seulement en train de suivre des traces, j'étais en train d'entrer dans la part oubliée de ma propre famille. Je n'ai pas frappé. Dans ma vie, on m'a appris qu'une femme correcte ne fait pas irruption, qu'elle attend qu'on l'invite, qu'elle demande, qu'elle arrange. Mais ce matin-là, la correction avait un goût de cendre. La porte du hangar restait entr'ouverte d'un souffle, comme une bouche qui hésite à dire. J'ai avancé et j'ai poussé. Le bois a gémi longuement. L'intérieur sentait le vieux sapin, l'huile rance et la poussière humide.
Une pénombre épaisse, trouée par une mince bande de jour qui passait entre deux planches mal jointes. Dans cette lumière maigre, les choses avaient l'air plus tranchantes. Des outils suspendus, des cordes, des caisses de pommes vides, et au sol, la neige s'était déposée en petites miettes, tombées des semelles, dessinant une piste courte, désordonnée, comme si quelqu'un avait trébuché en entrant. Je me suis arrêtée. J'ai laissé mes yeux s'habituer. Sur un banc, près de l'établi, il y avait une couverture que je ne reconnaissais pas. Pas la nôtre. Une laine grossière, sombre, avec une odeur de froid et de tabac froid. À côté, une bouteille d'eau à moitié vide, un paquet de compresses ouvert, et, ce détail m'a donné la nausée, un linge blanc taché d'une couleur brunâtre, déjà sèche. Du sang, sans doute, mais pas le sang vivant qu'on voit au cinéma. Le sang réel, discret, honteux, celui qu'on essuie en silence. Bernard était là, mais je ne le voyais pas encore. Je sentais sa présence comme on sent une respiration derrière une porte. Mon prénom, je l'avais entendu dehors. Ici, ce qui me frappait, c'était l'organisation de ce secret. Les objets posés avec soin, les traces minimales, comme si quelqu'un avait voulu faire de cet endroit un refuge provisoire, une petite infirmerie clandestine, loin de ma cuisine propre. J'ai avancé d'un pas. La pointe de ma canne a heurté quelque chose, un bruit sec, métallique. Un téléphone. Un vieux modèle, sans coque brillante, l'écran fendu. Je l'ai regardé comme on regarde une preuve compromettante. Bernard avait toujours eu le goût des choses solides, modernes, et pourtant, ce téléphone-là semblait venir d'un autre monde, celui des gens qui ne veulent pas laisser de traces ou qui n'ont pas le luxe d'en maîtriser. Et puis, je l'ai vu. L'autre empreinte n'était pas seulement dans la neige, elle était ici. Au sol, entre deux copeaux, il y avait une marque de pas qui tirait sur le côté, la même fuite du pied droit. Et juste à côté, une autre marque plus fine, une traînée, comme si on avait fait glisser quelque chose de lourd. Quelqu'un avait été transporté. J'ai senti une colère sèche remonter, mais elle s'est mêlée à une peur plus froide encore, parce que tout à coup, une image s'est imposée. Bernard, mon Bernard, traînant un corps dans un hangar, la nuit, pendant que je dormais à l'étage. Ce n'était pas la scène d'un adultère, ce n'était pas l'histoire banale d'un homme qui ment, c'était autre chose, de plus dangereux, un danger qui ne s'explique pas en phrases raisonnables. Je voulais appeler, je voulais dire son nom, mais ma voix s'est bloquée, comme si ma gorge avait décidé de ne pas participer à la pièce. Alors, j'ai observé. Sur un clou pendait une veste d'homme trop petite pour Bernard, une veste sombre, froissée, avec une manche déchirée près du coude. J'ai imaginé le corps qu'il avait porté, plus jeune, plus nerveux, un corps capable de courir, et pourtant ce boitement. Je me suis approchée et j'ai effleuré le tissu. Il était encore humide, glacé, comme si quelqu'un venait de l'enlever. Au fond du hangar, derrière une pile de bûches, il y avait une trappe. Je la connaissais. On y descendait autrefois pour stocker des conserves, du vin, quelques vieux dossiers. Bernard disait que c'était trop humide maintenant, qu'il valait mieux ne plus y aller. La trappe était à moitié dégagée, et une poussière de neige y avait dessiné un cercle, comme si on l'avait ouverte récemment. J'ai posé ma main dessus. Le bois était plus tiède que le reste, à peine, comme si la chaleur d'un corps l'avait touché. De l'assaut dessous est monté un souffle, un air épais, chargé d'humidité, et une odeur que je n'attendais pas, l'odeur d'un médicament, de l'alcool à brûler, et d'une sueur humaine, forte, désespérée. Je me suis redressée, la canne serrée si fort que mes doigts blanchissaient. Dans le silence, un bruit a résonné en bas, un petit choc, suivi d'un gémissement étouffé, aussitôt noyé dans un murmure pressé. La voix de Bernard, très basse, très proche de la supplication, et une autre voix, plus jeune, cassée, qui a soufflé un mot que je n'avais pas entendu depuis des années, mais qui a traversé mon corps comme une lame. Maman. Le mot a flotté une seconde, puis il s'est écrasé contre moi comme une pierre. Maman ? Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas respiré. Mon corps entier s'est tendu
comme si le moindre souffle pouvait faire tomber une vérité trop fragile. Il y a des instants où l'esprit cherche un refuge dans le déni, une explication propre, une phrase qui remet tout à sa place. Mais ce matin-là, rien ne voulait se remettre à sa place. Ni Bernard, ni nos économies disparues, ni ces traces dans la neige, ni cette trappe tiède sous ma paume. Je me suis surprise à penser à Julien enfant, à ses genoux écorchés, à son visage fermé quand il mentait. Je m'étais toujours dit que je ne céderais pas à la facilité des souvenirs, que je ne laisserais pas l'émotion me gouverner. C'était mon orgueil, mon métier de mère, tenir la barre. Sauf que là, au fond de ce hangar, je venais d'entendre un mot qui n'appartient pas aux dettes, ni aux scandales, ni aux journaux. Un mot qui appartient aux premières années, à la chair, aux choses qu'on ne renie jamais complètement. Je me suis reculée de la trappe, lentement, comme si je quittais un bord. Mes yeux se sont posés sur les objets autour de moi, les compresses, la bouteille, le linge taché, le téléphone fendu. Tout avait la logique d'une fuite, une fuite préparée dans l'urgence, sans élégance, sans plan, seulement avec la volonté primitive de survivre. Et Bernard, lui, n'était pas visible, mais je sentais son poids dans l'air. Je sentais sa fatigue, sa honte, son obstination. Mon mari, ce tronc solide, s'était transformé en homme qui cache, qui soigne, qui ment, qui descend dans la terre pour réparer ce qui remonte. Je me suis assise sur le banc d'un mouvement brusque parce que mes jambes se sont mises à trembler. La canne a glissé et a heurté l'établi. Un bruit sec a claqué dans le hangar. En bas, tout s'est figé. Le silence qui a suivi m'a fait plus peur que le gémissement. Il disait « On t'a entendu ». Il disait « On ne sait plus quoi faire de toi ». Je me suis forcée à regarder mes mains. Elles étaient ridées, mais elles étaient encore là, capables. Elles avaient tricoté, lavé, signé des papiers, consolé des chagrins, fermé des portes. Elles pouvaient aussi ouvrir une trappe, elles pouvaient porter une vérité. Mais une autre pensée plus venimeuse m'a mordu. Les 50 000 €, cette somme qui n'était pas seulement de l'argent, mais la preuve d'un choix fait sans moi. Je me suis souvenue de la date, de la ligne nette sur le livret, et quelque chose en moi s'est durci. S'il s'agissait de Julien, alors Bernard avait vidé notre futur pour racheter le passé. Je me suis levée, j'ai repris ma canne. Je n'étais plus une femme qui découvre, j'étais une femme qui exige. Je me suis approchée de la trappe à nouveau. J'ai posé mes doigts sur le bord et j'ai senti sous le bois une vibration légère, un mouvement, comme une respiration retenue. Il n'y avait pas de place là-dessous pour les grands discours, pas de place pour les reproches bien formulés. Il n'y avait que la réalité, un corps blessé, un secret, et mon mari au milieu. J'ai murmuré le prénom de Bernard, une seule fois, comme on jette une corde. Bernard. Il n'a pas répondu tout de suite, puis sa voix a monté, étouffée, cassée, tellement différente de celle de la cuisine que j'ai eu l'impression d'entendre un étranger. « Marguerite, ne descends pas. » Ne descends pas, comme si je n'avais pas le droit, comme si, même chez moi, on me pouvait interdire l'accès à la vérité. J'ai serré la poignée de la trappe, le bois a gémi sous mes doigts. J'ai senti mes larmes arriver, non pas de tristesse, mais de rage froide, celle qu'on ressent quand on comprend que l'on a été tenu à l'écart, longtemps, avec des sourires et des habitudes. Et, sans me presser, sans trembler davantage, j'ai commencé à soulever la trappe. La trappe a résisté une seconde, comme si le bois lui-même voulait me retenir. Puis elle a cédé avec un soupir humide, et l'air du dessous m'a frappé au visage.
Ce n'était pas seulement l'odeur d'une cave, c'était l'odeur d'une retraite forcée. Terre froide, linge mouillé, antiseptique, et cette note animale de peur qu'aucun parfum ne masque. Une échelle de bois descendait, tachée de traces sombres. J'ai posé un pied sur le premier barreau. Mon genou a protesté, mais je l'ai ignoré. Il y a des douleurs qu'on choisit et d'autres qu'on subit. Celle-ci, je la choisissais. En bas, la lumière venait d'une lampe de chantier posée à même le sol. Elle projetait des ombres trop grandes, déformant les bûches empilées, les vieux bocaux, les cartons. Et au centre de ce petit théâtre clandestin, Bernard était à genoux. Il avait retroussé ses manches. Ses mains, d'ordinaire si soigneuses, étaient rouges, trempées. Il tenait une bassine d'eau tiède et une compresse. Son visage était concentré, grave, comme quand il inspectait autrefois un plan et qu'il cherchait la faille invisible. Sauf que là, la faille était humaine. En face de lui, assis contre un mur, il y avait un homme maigre, les cheveux collés au front, la barbe de plusieurs jours. Son pantalon était déchiré au niveau du genou et sa jambe était bandée de travers, comme un bricolage fait dans l'urgence. Il respirait par à-coups, la mâchoire serrée. Sa main droite tremblait, et son pied droit, partait légèrement de côté, exactement comme la trace dans la neige. Je l'ai retenu avant même d'oser le reconnaître. Julien. Pas le Julien d'avant, pas celui qui courait dans le jardin en criant, pas celui qui me faisait des promesses trop grandes. Celui-ci avait le visage creusé, les pommettes saillantes, les yeux brûlés de fatigue. Mais il avait la même petite fossette au coin de la bouche, celle qui m'agaçait quand il était adolescent, parce qu'elle apparaissait même quand il mentait. Il a levé les yeux vers moi. J'ai vu dans ce regard une demande d'absolution, et j'ai senti en moi un refus immédiat, instinctif, comme une porte qui claque. Bernard s'est figé, la compresse suspendue. On aurait dit un enfant pris en faute. Il a murmuré mon prénom, sans force. Je n'ai pas répondu. Je suis restée sur le dernier barreau de l'échelle, une main sur le bois, l'autre sur ma canne, ridiculement debout dans cette cave, comme une juge mal invitée. La scène ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Pas de femme cachée, pas de parfum, pas de lettre d'amour, seulement un père à genoux, un fils brisé et l'humiliation d'une vérité trop concrète. Mon regard a glissé sur les détails, parce que c'est ce que je fais quand je ne peux pas pleurer. Je compte, j'observe, je classe. Une boîte de médicaments ouverte, un ticket de pharmacie froissé, une poche de glace fondue, et posé près de la lampe, le livret d'épargne, ouvert à la page du retrait, comme une confession laissée en évidence, peut-être pour me préparer, peut-être parce qu'il n'avait plus la force de cacher. Alors, la colère est remontée, mais elle s'est déplacée. Elle n'était plus seulement contre Julien, elle n'était plus seulement contre Bernard, elle était contre cette mécanique familiale qui m'avait mise dehors sans me le dire, contre ce système où l'on décide à ma place parce que je suis trop dure, trop stricte, trop droite. Bernard a enfin parlé. Sa voix était rauque, usée. « Je voulais te le dire, je te jure, mais pas comme ça, pas maintenant. » Julien a tenté de bouger et a étouffé un grognement. Bernard s'est penché vers lui, automatiquement, avec une tendresse qui m'a fait mal, parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps dans notre lit, dans notre cuisine, dans nos silences. Il a essuyé le sang au bord de la plaie avec une douceur presque intime. Et dans cet instant, quelque chose s'est fissuré en moi, non pas la pitié, pas encore, mais la certitude brutale que je n'étais pas descendue dans une cave. J'étais descendue dans la part la plus honteuse et la plus vraie de notre famille. Je n'ai pas fait de scène. C'est étrange, la façon dont l'esprit peut se défendre. Quand l'horreur est trop réelle, il choisit la sécheresse. Je suis descendue du dernier barreau, j'ai posé ma canne contre un carton et j'ai regardé mon fils comme on regarde un objet qu'on croyait perdu et qui revient, abîmé, méconnaissable. Julien a baissé les yeux. Bernard, lui, n'a pas tenu mon regard.
Il s'est contenté de reprendre la compresse d'un geste mécanique, comme si soigner une plaie lui permettait d'éviter d'en ouvrir une autre. « Depuis quand ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru, un fil tendu, sans tremblement. Bernard a cligné des yeux. Il a semblé chercher une date, comme on cherche un point de départ pour une catastrophe. Il est arrivé cette nuit, enfin, en fin de nuit. Je l'ai entendu, derrière la remise. Il était dans un état... Julien a serré la mâchoire. Son visage s'est crispé, non pas de douleur physique, mais de honte. Je l'ai reconnu à cela. La honte, chez lui, a toujours été plus violente que n'importe quelle peur. « Je ne voulais pas venir », a-t-il soufflé. Sa voix était cassée, trop basse, comme si chaque mot lui coûtait une dent. Je n'avais plus nulle part. J'ai senti mon cœur se contracter, mais je ne lui ai pas donné cette victoire. Pas tout de suite, pas sans vérité. « Pourquoi ?» ai-je dit. « Pourquoi ici, comme un voleur ?» Bernard a posé la bassine et il s'est essuyé les mains sur un chiffon déjà sale. Il a enfin levé les yeux vers moi. Dans ce regard, il y avait une fatigue ancienne, celle des hommes qui portent un secret trop lourd et qui finissent par plier. « Parce qu'il y a des gens, a-t-il dit, qui le cherchent. Il a été suivi. » Le mot a glissé dans la cave comme une lame. Suivi. Cela n'appartenait pas à notre vie, pas à nos dimanches, pas à nos factures, pas à nos habitudes. Suivi, c'est un mot de rue, un mot de violence. Julien a inspiré et sa respiration a sifflé légèrement. Il a regardé sa jambe bandée, puis le sol. « J'ai cru que je pouvais m'en sortir », a-t-il murmuré. « J'ai voulu réparer. J'ai pris de l'argent, j'ai fait des promesses, et puis j'ai perdu. J'ai perdu tout. » Je ne lui ai pas demandé combien, parce que je savais déjà. 50 000 € n'apparaissent pas par magie sur une page. Ils viennent d'un gouffre. Bernard a parlé avant que je ne le fasse, comme s'il voulait prendre sur lui la honte de notre fils. À Lyon, il a eu des dettes, pas des dettes de banque, des dettes mauvaises, des gens qui ne passent pas par la justice. Ils lui ont laissé des délais, puis ils ont frappé. Il a essayé de fuir, il a été rattrapé, il a réussi à remonter jusqu'ici. Julien a fermé les yeux un instant. Dans cette cave, son visage avait l'air d'un visage d'enfant qui a mal grandi. « J'ai eu peur », a-t-il dit, simplement. « Ils m'ont dit qu'ils viendraient, qu'ils vous trouveraient. » Cette phrase-là m'a brûlée, pas parce qu'elle était émouvante, parce qu'elle était plausible, parce qu'elle posait sur notre maison une cible invisible, parce qu'elle transformait nos économies en rançon, notre retraite en bouclier. Je me suis tournée vers Bernard. « Alors tu as pris l'argent. » Il n'a pas nié, il a seulement hoché la tête, lentement, comme un homme qu'on condamne et qui accepte la sentence. « Je l'ai fait, » a-t-il dit, « pour qu'il s'arrête, pour qu'il ne monte pas ici, pour que tu dormes. » Dormir, voilà donc ce que j'avais gagné, moi, le sommeil payé au prix du mensonge. J'ai regardé le livret ouvert. Cette page n'était plus un chiffre, c'était un choix, et ce choix, on l'avait fait sans moi, comme on décide d'une opération sans prévenir la patiente, parce qu'elle pourrait dire non. Je n'ai pas crié. J'ai senti, au contraire, une lucidité froide se déposer en moi, comme la neige sur les branches, silencieuse, lourde, prête à casser. Vous avez caché ça sous notre maison. Vous avez caché notre fils et notre avenir. Julien a relevé les yeux. Il y avait des larmes, enfin, mais elles ne coulaient pas. Elles restaient là, prisonnières. Je suis désolée, maman. Je n'ai pas répondu à l'excuse. J'ai regardé Bernard et j'ai compris quelque chose d'encore plus dur. Ce n'était pas seulement Julien qui avait fui, Bernard aussi. Il avait fui ma réaction, mon jugement, ma droiture. Il avait choisi le secret plutôt que le couple. Et dans ce choix, j'entendais déjà la question qui allait nous déchirer. À quel moment l'amour devient-il une trahison déguisée en protection ? Je suis restée quelques secondes sans bouger, comme si le moindre mouvement allait faire s'effondrer la cave sur nous. J'entendais le petit bourdonnement de la lampe, la respiration irrégulière de Julien, et au-dessus, le silence de la maison, ce silence que j'avais cru être la paix. Dans ma poitrine, deux forces se heurtaient, la rage de la femme trompée et le tremblement muet de la mère. La colère me disait « On ne te fait pas ça, on ne te vole pas ton futur, on ne te ment pas sous ton toit. » L'autre voix, plus ancienne, plus profonde, murmurait « C'est ton enfant,
Même détruit, même fautif, c'est encore ton enfant. Je me suis approchée de Julien, pas pour le prendre dans mes bras, pas pour le consoler. Je me suis approchée comme on s'approche d'un dossier qu'on va ouvrir. Il avait la peau cireuse, les lèvres sèches. Un bleu s'étalait sur sa pommette. Je me suis forcée à regarder ses mains. Ses mains, jadis si fières, portaient des petites coupures, des traces d'ongles cassés, des mains d'homme qui a lutté, pas d'homme qui a trompé. « Tu as été frappé, ai-je dit. Il a hoché la tête sans me regarder, comme un enfant qui avoue une bêtise. « Tu as été suivi jusque-là, ai-je ajouté. Bernard a fait un petit signe, presque imperceptible. Son visage était gris, comme si cette nuit avait vieilli ses traits de 10 ans. Il n'avait pas l'air d'un mari infidèle, il avait l'air d'un homme qui a porté un cadavre trop longtemps, sauf que le cadavre, c'était notre mensonge. J'ai respiré lentement. Je me suis surprise à penser à l'écharpe donnée au marché, à cette femme, à son avertissement. Ne laisse pas ton balai effacer la vérité. Si j'avais balayé ce matin, j'aurais effacé les pas et je serais restée une épouse docile devant une disparition de 50 000 €, condamnée à avaler des explications vagues. La neige m'avait parlé, et ce qu'elle disait était simple. On t'a caché un homme, et cet homme est ton fils. Je me suis tournée vers Bernard. Tu as payé. Il a serré les lèvres. Je n'ai pas eu le choix, a-t-il murmuré. Il le tuait. Cette phrase, je l'ai reçue en plein ventre. J'ai voulu répondre « Tu aurais dû me demander, tu aurais dû me respecter, tu aurais dû me laisser décider ». Mais les mots sont restés coincés, parce que je voyais dans un coin la bastine d'eau rougie et la compresse. Je voyais Bernal à genoux. Et malgré tout, malgré l'offense, je savais qu'il avait agi avec une fidélité tordue. Il avait protégé, mal, en secret, mais il avait protégé. Je me suis accroupie près de Julien. Mon genou a craqué. Il a grimacé, et j'ai senti contre ma volonté une tendresse monter comme une brûlure. Je n'ai pas touché son visage, je n'ai pas caressé ses cheveux. J'ai seulement posé ma main, fermement, sur le rebord de sa jambe bandée, sans appuyer, comme pour vérifier qu'il était réel. « Écoute-moi » ai-je dit. Il a relevé les yeux, enfin. Dans son regard, il y avait cette peur d'être rejeté, cette peur qui remonte de l'enfance, la peur que la mère ferme la porte et ne la rouvre plus jamais. « Tu ne vas pas rester ici, pas comme un rat, pas sous des planches, pas sous notre maison. » Julien a voulu parler, Bernard aussi. J'ai levé une main, un geste net. Chez moi, ce geste a toujours été une frontière. « Je ne suis pas en train de te punir, » ai-je dit, en regardant Julien. « Je suis en train de te sauver, et on ne sauve personne en lui apprenant à se cacher. » Bernard m'a regardé avec une surprise douloureuse, comme s'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Peut-être parce que j'avais cessé d'être uniquement une épouse blessée, j'étais devenue une femme qui décide. Les gens que tu dois, ils ne disparaîtront pas parce qu'on se tait. Ils reviendront ici, et cette fois, ce ne sera pas seulement ton sang sur un linge. Julien a blêmi, Bernard a baissé les yeux. Je me suis redressée, et ma voix s'est faite plus froide, plus précise, comme une lame. On va faire les choses légalement. Pas proprement, légalement. Le mot a résonné dans la cave comme une porte qu'on ouvre sur un couloir interdit. Julien a soufflé « Tu vas me livrer ». J'ai senti l'indignation monter en moi, pas contre lui, mais contre cette habitude qu'ont les hommes de croire que les femmes n'agissent qu'avec le cœur. « Je ne te livre pas, je t'arrache, aux mauvaises mains, à tes mensonges, à ta lâcheté, et Bernard, à ton silence. » Mon mari a fermé les yeux une seconde. Il avait l'air d'un homme qu'on réveille enfin. On remonte. Et je dis, je veux du jour, je veux des téléphones, je veux des preuves, et je veux que cette fois, personne ne décide à ma place. Nous avons remonté l'échelle l'un après l'autre. Julien en dernier, soutenu par Bernard, son poids sur l'épaule de son père, comme un enfant trop grand, honteux de dépendre encore. Je les ai précédés dans le hangar et, une fois dehors, la lumière du matin m'a frappé de plein fouet. Le monde avait l'air identique, la neige, le ciel pâle,
les sapins. Pourtant, tout était différent, parce que désormais je savais ce qui se cachait derrière nos murs. On ne voit plus une maison de la même façon quand on y a découvert une cave de mensonges. Je les ai fait entrer dans la cuisine sans cérémonie. J'ai posé la canne près du radiateur, j'ai ouvert les volets d'un geste sec et l'air glacé a envahi la pièce. Julien a frissonné. Bernard l'a assis sur une chaise, celle qui grince, celle que j'ai toujours voulu réparer un jour. Je n'ai pas fait de café, pas encore. Le café, c'est pour les jours où l'on peut se permettre de retarder l'action. J'ai pris le téléphone fixe. Celui-là, au moins, ne mentait pas. Mes doigts ont composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, mais que je n'avais jamais oublié. Celui de Maître Lemaire, l'ami de Bernard, avocat à Annecy. Un homme qui, autrefois, avait conseillé Bernard sur une histoire de permis de construire. Je savais qu'il décrocherait tôt. Ces gens-là vivent avec l'idée que les problèmes commencent avant les autres. Il a répondu au 3e signalement. Sa voix était nette, encore un peu voilée de sommeil. Je n'ai pas tourné autour. Je lui ai dit la dette, la violence, la fuite, l'argent retiré, l'arrivée nocturne, la menace implicite. Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai donné des faits, comme on donne des coordonnées pour qu'on vienne vous chercher. Il y a eu un silence au bout du fil, puis il a parlé, calmement, avec cette froideur utile qui n'a rien de cruel. Il a dit « Pas de négociation directe, pas d'argent supplémentaire, pas de rendez-vous pour arranger. » Il a dit « Il faut une trace écrite, tout de suite. » Il a dit « Votre fils doit être vu par un médecin et il faut un certificat décrivant les blessures. » Il a dit « Vous allez à la gendarmerie, dépôt de plainte pour violence. Main courante si vous n'êtes pas à tout, mais plainte si vous voulez une protection réelle. » Il a dit « Si la menace est actuelle, vous mentionnez la peur de représailles. » Et il a ajouté, très simplement, « S'il y a un risque, vous ne restez pas seul. » J'ai raccroché en me sentant étrangement droite, comme si la loi, enfin, me rendait ma place. Bernard me regardait, les yeux humides, pas de larmes, mais d'une fatigue qui ressemble à la gratitude quand elle arrive trop tard. Julien a murmuré « Je ne veux pas aller là-bas ». Je me suis tournée vers lui. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. « Tu veux rester ici et attendre qu'il vienne finir le travail ?» ai-je demandé. Ma voix n'était pas dure, elle était tranchante parce qu'elle n'avait plus le temps d'être douce. « Tu as déjà essayé ta méthode, elle t'a conduit sous une trappe. » Bernard a tenté un mot, une objection, une peur de plus. Je l'ai arrêté. « Tu as protégé en cachant. » ai-je dit. « Moi, je protège en exposant. » J'ai pris ma veste. J'ai sorti de l'armoire une couverture propre, un sac, des papiers, carte d'identité, carte vitale, livret de famille. Je pensais à tout, parce que penser m'empêchait de me dissoudre. J'ai glissé le livret d'épargne dans mon sac, ouvert à la page du retrait, comme une preuve. Je n'avais plus l'intention de couvrir quoi que ce soit. Avant de partir, j'ai regardé la cour, les traces déjà adoucies par une nouvelle poudre de neige. J'ai compris une chose avec une clarté désagréable. Je ne pouvais pas effacer ce qui s'était passé, mais je pouvais décider de la suite. Et pour la première fois depuis longtemps, la décision ne tremblait pas dans ma main. À la gendarmerie, l'air sentait le chauffage trop fort et le café réchauffé, comme partout où l'on attend des drames. Les murs étaient couverts d'affiches de prévention, de formulaires, de consignes. Rien de spectaculaire. C'était presque rassurant. La violence, quand elle passe par les institutions, perd un peu de son pouvoir de théâtre. Julien boitait entre Bernard et moi. Je le tenais par le bras, fermement, pas avec tendresse, avec décision. Bernard parlait peu. Il avait ce visage fermé des hommes qui comprennent qu'ils ont fait au mieux, et qu'au mieux n'a pas suffi. On nous a fait asseoir. Un gendarme est venu, poli, fatigué, attentif. Je lui ai donné les faits dans l'ordre, sans les habiller. La nuit, les traces, la trappe, les blessures, la dette, la peur de représailles. J'ai insisté sur ce point. Il y avait un risque que ces gens montent jusqu'ici, que la maison devienne une scène. Je n'allais pas l'offrir. Le gendarme a noté, a posé des questions précises. Julien a d'abord gardé le silence, puis il s'est mis à parler par à-coups,
comme si chaque phrase lui arrachait un morceau de fierté. Il a décrit les menaces, les délais, le piège de l'argent facile, l'engrenage. Il n'a pas prononcé tous les noms, pas tout de suite. Le gendarme l'a regardé sans jugement, et ça, j'en ai été presque reconnaissante. À un certain âge, on n'a plus besoin d'être humilié en plus. On nous a orientés vers un médecin pour constater les blessures. Le certificat a été établi, sobre, clinique, mais il existait. Une preuve qui ne dépendait pas de nos émotions. Je me suis surprise à respirer mieux en tenant ce papier. C'était ridicule et profond à la fois. Un document pouvait donner de la solidité à un monde qui s'effondre. Les jours suivants ont été étranges, comme un hiver qui refuse de finir. Il y a eu des appels de maître le maire, des consignes, des démarches. Julien a accepté une mesure d'accompagnement, une obligation de se présenter, des rendez-vous. Bernard a installé une serrure neuve, comme s'il essayait de réparer symboliquement ce qu'il avait laissé entrouvert. Moi, j'ai commencé à écrire, pas un journal intime, une chronologie, des dates, des heures, des faits. Je voulais que rien ne s'évapore. Le village, lui, continuait. Les voisins déneigeaient, les enfants allaient à l'école, les cloches sonnaient. Mais je portais désormais un autre regard sur les gens. Je savais que beaucoup vivent avec des caves sous leurs maisons, des trappes sous leurs habitudes. 1 an plus tard, l'hiver est revenu, fidèle. La neige est retombée sur nos toits comme une grande main blanche. Julien n'était pas guéri comme on guérit dans les histoires simples. Il payait encore ses erreurs, légalement, avec des contraintes, un sursis, des obligations. Mais il travaillait. Il s'était mis à l'atelier de bois de Bernard, à poncer, à réparer, à apprendre à construire au lieu de casser. Son boitement restait, léger, comme une signature de ce qu'il avait traversé. Un soir, nous étions tous les 3 près du poêle. La maison sentait la soupe et le bois chauffé. Bernard tournait lentement une page. Julien regardait les flammes, silencieux. Je les observais, et je me suis rendu compte que je n'avais pas pardonné d'un coup. J'avais fait mieux que cela. J'avais cessé d'être aveugle. Dehors, dans la cour, de nouvelles traces apparaissaient déjà. Celles d'un renard, peut-être, celles d'un facteur. Je ne les craignais plus. J'avais compris que le danger n'est pas dans les empreintes, mais dans ce qu'on refuse de regarder. Je me suis penchée vers la fenêtre et j'ai pensé à la femme du marché, à l'écharpe, à cet avertissement tombé comme une pierre dans ma vie. Je ne savais pas où elle était, si elle vivait encore, si elle se souvenait de moi. Mais ces mots avaient fait ce que ni l'amour ni l'habitude n'avaient réussi à faire. Ils m'avaient rendue vigilante. Et dans cette vigilance, j'ai trouvé une forme de paix. Pas celle des illusions, celle des femmes qui, enfin, reprennent la main sur leur propre histoire. Avec le recul, je comprends que cette histoire n'est pas seulement celle d'un fils perdu, d'un mari qui se tait ou d'une femme trahie. Elle parle surtout de ce que nous faisons de l'amour quand il devient difficile. Trop souvent, on confond aimer avec protéger à tout prix, quitte à mentir, à cacher, à décider seul. Or, l'amour véritable n'est pas un refuge fermé, c'est un espace où la vérité peut entrer sans tout détruire. J'ai appris que le silence, même animé des meilleures intentions, finit toujours par blesser, qu'on ne sauve pas ceux qu'on aime en effaçant leurs traces, mais en les regardant en face, avec courage, avec lucidité. L'amour n'est pas faible quand il accepte la loi, la responsabilité, la parole. Il est au contraire plus solide, plus durable. Il oblige à grandir, même à 60 ans passés. J'ai aussi compris que les femmes de mon âge portent souvent une force invisible, une force tranquille, forgée par les renoncements, par les nuits sans réponse, par les décisions prises quand plus personne ne veut décider. Cette force ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'héroïsme, elle cherche juste à tenir debout et à tenir les autres avec elle sans se perdre. Et vous, qui m'avez lu jusqu'ici, que seriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous choisi le silence pour préserver l'équilibre apparent de la famille ou la vérité au risque de tout bouleverser ? Pensez-vous comme moi aujourd'hui que l'amour n'excuse pas tout, mais qu'il peut rendre possible ce qui semblait impensable ? Si vous le souhaitez, partagez vos réflexions, vos désaccords, vos propres dilemmes.
Et si vous avez vécu, entendu ou traversé une histoire où l'amour, imparfait, maladroit, mais sincère, a permis de sauver quelqu'un, de réparer un lien ou simplement de continuer à avancer, racontez-la. Ces récits, petits ou grands, prouvent une chose essentielle. Tant qu'il reste de l'amour, même cabossé, même tardif, rien n'est jamais complètement perdu. These microphone covers are a little different than my other ones. They're a little more dense. So the scratching and rubbing sounds a bit different. But I feel like what I'm hearing now, because if you didn't know, I can hear myself as I do this. It always sounds a little different than when I go to edit or listen back to it. So we'll see if I end up liking these. They also have little prickly rubber inside things to keep them on the microphone, which, if you watched my last video, I used these and I squeezed them together and you can hear it a little bit. So I have to be more careful with them. Just let yourself relax. Let yourself breathe. Let yourself just be. All you have to do right now is just